Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour ce qui est de la saison 2019-2020 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Capitals de Washington. Alors, les Capitals de Washington, c'est une équipe qui est une puissance année après année en saison régulière. L'année passée, leur élimination très rapide a fait surprendre probablement la majorité des fans. Mais ceci étant dit, après avoir gagné la Coupe Stanley, bon, ils ont eu quand même une très bonne saison régulière. Fait que c'est une équipe qui en était à sa 4e saison consécutive à remporter le championnat de la métropolitaine. C'est une bonne équipe. En saison régulière, c'est une bonne équipe. Il n'y a pas eu de changement majeur au sein de l'organisation pendant la saison morte. Le seul changement qu'on pourrait voir comme étant plus important, c'est la transaction qui a envoyé Niskanen, le défenseur, Niskanen à Philadelphie et qui a amené Gouda à Washington. C'est une transaction qui, sur un point de vue défensif, risque de faire mal. Parce que Niskanen était quand même le joueur qui était peut-être le plus souvent, le défenseur le plus souvent utilisé en zone défensive. C'était lui en fait qui était le plus souvent présent sur la glace lors de mise en jeu défensive l'année passée. C'est un gars qui jouait beaucoup de grosses minutes aussi. Et Gouda, je pense pas qu'il va apporter cet aspect-là. Il va amener un aspect physique, ça c'est sûr et certain. Mais je pense pas qu'il va apporter l'aspect plus défensif que Niskanen pouvait apporter. Mais c'est deux styles de joueurs qui sont différents. Fait qu'on verra ce que Gouda peut apporter parce qu'il y a quand même des jeunes qui peuvent être intéressants à insérer dans l'organisation de cette année du côté de Washington. Sinon, les changements qui ont été faits, c'est des changements qui sont des changements plus de profondeur. Fait que c'est pas nécessairement un nouveau visage qu'on va voir des Capitals de Washington cette année. Alors pour ce qui est du coach et du DG, c'est toujours la même qu'on va voir encore une fois cette année. L'année passée, les Capitals, c'est 48 victoires, 26 défaites, 8 défaites en... 26 défaites, ça c'est ça. 8 défaites en prolongation, 104 points, ce qui leur donnait le 3e rang dans l'Est, le 4e rang dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts marqués de 3,34, ce qui leur donnait le 5e rang dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts accordés de 3,02, ce qui leur donnait à égalité le 17e rang dans la Ligue nationale. Fait qu'on a une faiblesse au niveau de la défensive, puis ça peut être en partie à cause du jeu qui n'est pas assez serré par les défenseurs, mais ça peut aussi être à cause de faiblesses qu'on a eu au niveau des gardiens de but, parce que les gardiens de but n'ont pas nécessairement eu des statistiques exceptionnelles. Puis Brendan Dolby a eu des statistiques correctes. C'est un gardien qui a déjà fait partie de l'élite des gardiens de la LNH. Puis honnêtement, l'année passée, c'est pas vraiment des statistiques qui vont dans ce sens-là. Reste à voir maintenant ce qui va arriver avec Brendan Dolby parce que c'est sa dernière année de contrat, lui puis Backstrom aussi. C'est leur dernière année de contrat. On va voir comment ils vont sortir cette année. L'année passée, des petites faiblesses au niveau de la défensive. L'avantage numérique, c'est 20,8%, ce qui leur donnait le 12e rang de la Ligue nationale. Acceptable. Et le désavantage, 78,9, ce qui leur donnait le 24e rang. Fait que c'est une des raisons pour laquelle j'ai comme... Je pense pas qu'ils se sont améliorés pendant la saison morte pour ce qui est du jeu défensif. Donc le désavantage numérique ne sera assurément pas... En tout cas, je le file pas comme étant une force l'année prochaine. Fait que j'ai des doutes par rapport à ça. Mais bon, ceci étant dit, ça reste quand même une méchante puissance au niveau de l'attaque. Première moitié de saison l'année passée, c'est 25 victoires, 54 points, 3e rang dans l'Est. Deuxième moitié de saison l'année passée, 23 victoires, 50 points, 5e rang dans l'Est. Le meilleur buteur aurait été assurément Alexander Ovechkin avec 51 buts l'année passée. Il a beau vieillir, il continue quand même à compter, c'est hallucinant. La pire saison qu'Ovechkin a connue en termes de buts, c'était 33 buts. T'sais, à peu près toutes les équipes aimeraient ça avoir un marqueur de 30 buts et plus. Ovechkin, c'est sa pire saison qu'il a connue dans la LNH. Fait que... En tout cas, anyways. Le meilleur en points aura été aussi Alexander Ovechkin avec 89 points. Le meilleur défenseur, John Carlson, avec 70 points, un différentiel plus-moins de plus 21. John Carlson qui, dans sa régularité, s'établit comme étant peut-être un des meilleurs défenseurs de la LNH. Fait que c'est peut-être un gars qu'on entend peut-être un peu moins souvent parler en termes de meilleur défenseur de la LNH. Mais statistiques offensives et jeu défensif, il est intéressant. Fait que franchement, c'est un excellent général à la défense. En termes de jeunes, je pense que celui qui est le plus intéressant, puis selon tous les sites que j'ai consultés, c'est à peu près tout le temps lui qui revient, c'est Ilya Samsonov, 22 ans, choix de première ronde en 2015. C'est un gardien de but qui lui a commencé au niveau professionnel l'année passée. Donc l'année passée, il a joué dans la Ligue américaine, il arrive de Russie. Ses débuts ont été vraiment très difficiles. À ses débuts, donc en date jusqu'au 12 janvier, début de la saison jusqu'au 12 janvier dans la Ligue américaine, Samsonov avait une moyenne de buts marqués de 3,82, efficacité 855. Le 12 janvier, Samsonov a eu un blanchissage. Deuxième match après, le match qui a suivi le 12 janvier, blanchissage encore. Et là, ses statistiques jusqu'en fin de saison, donc du 12 janvier jusqu'à la fin de la saison, une moyenne de buts accordés de 1,80, efficacité 934.
Fait que là, en gros, ce que le coach a dit dans la Ligue américaine, c'est qu'au début, quand Samsonov est arrivé, il était plus à part du groupe de joueurs qu'il y avait à Hershey. C'était un gars qui déjà ne parlait pas l'anglais, ça c'était un problème. Puis le style de jeu est un peu différent vu que les patinoires sont plus petites en Amérique du Nord. Fait qu'il y a eu de la difficulté un peu. Au début, il y avait même de la difficulté à comprendre ce que les instructeurs lui demandaient. Fait qu'il y a eu de la difficulté un peu à s'adapter. Mais il semblerait qu'à partir de la deuxième moitié de saison, là, on sentait que le gars était vraiment inclus dans le groupe d'équipe. Puis c'est un gars qui s'améliorait de plus en plus, de plus en plus. Son éthique de travail n'est pas pour l'instant contestée. Puis il s'est amélioré grandement. Alors le coach à Hershey a énormément confiance en lui. Et Samsonov, c'est celui qui est vu comme étant potentiellement celui qui va voler la place à Brandon Oldby. Par la suite, j'aimerais ça parler d'Alexander Alexiev, 19 ans, choix de première ronde en 2018. Dans le cas d'Alexiev, lui, il jouait dans la WHL l'année passée. 49 parties de jouées, 10 buts, 33 passes pour 43 points. Pour un défenseur, avoir à peu près le même nombre de points à un nombre de matchs, on va dire que c'est bien. Sauf que là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il a été blessé au niveau du genou à la fin de la saison. Donc, il n'a pas joué sa saison complète. Il y a eu un ralentissement sur un point de vue statistique offensif. Puis là, on a des petits doutes concernant ça. Maintenant, à savoir, cette année, probablement qu'il devrait faire mieux. En tout cas, on a confiance qu'il va faire mieux. Et une chose qui est vraiment très surprenante, c'est son gabarit. Il mesure 6 pieds 4, 200 livres. C'est un gars qui est très gros, mais ce qu'on lui reproche par contre, c'est son coup de patin. Il semblerait qu'il n'est pas assez rapide encore, donc probablement que ce gars-là, en fait, ce gars-là ne jouera pas dans la LNH l'année prochaine, mais c'est quand même un gros défenseur qui semble intéressant dans la banque de données des Capitals. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que les Capitals n'ont pas eu énormément de choix très élevés en première ronde dans les dernières années à cause de leurs bonnes statistiques, à cause de leur bon rendement en saison régulière. Fait que c'est une équipe qui n'a pas nécessairement la banque d'espoir la plus intéressante. Je vais aussi parler de Garrett Pilon, 21 ans, choix de troisième ronde en 2016. C'est un joueur de centre qui lui jouait dans la Ligue américaine l'année passée. 71 matchs, 10 buts, 23 passes pour 33 points. Ça a été la meilleure recrue à Hershey l'année passée. C'est un gars qui est connu comme ayant une bonne vision. Alors ça se pourrait qu'éventuellement ce soit un gars qu'on soit tenté de rappeler. J'ai pas mis beaucoup de scratch, là, mais c'est un gars qui pourrait faire partie des gars rappelés pour un spot si jamais blessure il y a ou transaction il y a dans la LNH. Je vais aussi parler de Connor McMichael, un joueur de centre âgé de 18 ans, choix de première ronde cette année en 2019. Il jouera assurément pas dans la Ligue nationale dès l'année prochaine. Mais c'est un gars qui, on s'attendait vraiment à une grosse baisse de régime à sa deuxième année au niveau junior. Puis il n'y a pas eu cette baisse de régime-là. Pourquoi on s'attendait à ça? C'est parce que l'équipe pour laquelle il jouait était une équipe qui avait beaucoup de joueurs à haut talent. Alors à sa première année, c'était peut-être un peu moins le cas. À sa deuxième année, là, c'était une équipe qui était vraiment perçue comme étant une puissance dans sa ligue. Alors on s'attendait à ce qu'il y ait moins de temps de glace. Et finalement, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Puis il a réussi à sortir relativement tardivement, je pense que c'est le 25e, je ne me trompe pas, en tout cas, dans les 20 cucs en première ronde, mais c'est un gars qui semble avoir quand même un potentiel assez intéressant. L'année passée, dans la Ligue de l'Ontario, il a joué 67 matchs, 36 buts, 36 passes pour 72 points. Donc c'est un gars qui peut être intéressant à moyen long terme à suivre. Par la suite, je veux parler du défenseur Jonas Siegenthaler, 22 ans, choix de deuxième ronde en 2015. Dans le cas de Siegenthaler, c'est un gars qui jouait dans la Ligue américaine l'année passée, 34 parties de jouées, 2 buts, 4 assists pour 6 points. Ce gars-là, on a beaucoup de très bons commentaires pour lui. Il y a des fortes chances qu'il fasse partie de l'alignement dès cette année pour les Capitals de Washington. Là, pour l'instant, une recrue qui a vraiment surpris, c'est Ferrari. C'est lui qui s'est pratiqué lors de la dernière pratique à côté de Carlson, mais on va s'en reparler éventuellement. Mais ça se peut qu'il fasse partie régulièrement de la brigade défensive des Capitals dès cette année. Il a joué quand même 26 matchs l'année passée. Je pense que c'était 26 matchs, 6 points. C'est un gars qui est connu comme étant bon défensivement. Alors, c'est pas un joueur qui va avoir des statistiques offensives super intéressantes. Il est connu comme étant gros, il est mobile, c'est un bon patineur, une excellente vision défensive. Mais c'est une personne qu'on considère qui manque encore de force dans ses tirs et dans ses passes. Alors, il y a peut-être un petit peu de force à aller chercher à ce niveau-là. Alors là, maintenant, on va s'attaquer à l'alignement possible. Bon, là, il y a des choses qui vont être à mentionner. Première des choses, Ovechkin est assurément le meilleur joueur de cette équipe-là et c'est un gars qui, de manière générale, ne se blesse pas. Il a manqué un seul match dans les 3 dernières saisons. Fait que c'est assurément le point le plus important de cette attaque-là. On a un point d'interrogation, puis c'est Kuznetsov. Alors, dans le cas de Kuznetsov, c'est un gars qui a été suspendu sur la scène internationale à cause de consommation de cocaïne pendant les derniers Jeux du monde, ou en tout cas quelque chose de même. Il a été suspendu dans la LNH aussi pour 3 matchs à cause de sa consommation de cocaïne. Et là, lui, pendant l'été, il s'est inscrit à un programme de vaincre la dépendance. Je ne me souviens pas du nom exactement du programme. Comment ça va se passer, lui, par rapport à sa réhabilitation suite à sa consommation de cocaïne? C'est ça qu'on va voir.
Donc sa saison, elle est à suivre. Il y a eu un ralentissement au niveau statistique comparativement à l'autre année d'avant et l'année passée. Fait que ça reste un point d'interrogation. Dans le cas de Kepney, c'est un gars lui aussi qu'on a un petit point d'interrogation. Pour l'instant, il est considéré comme étant douteux pour jouer le match d'ouverture. Il a été opéré. Donc ça se peut que ce gars-là manque quelques matchs en début de saison, mais il ne manquera pas toute la saison. Donc, il devrait être présent dans le line-up éventuellement. Donc, ça, c'est mes petits astérix que j'ai mis. Et lors de la dernière pratique qui a eu lieu, au moment de mon tournage, c'était Ferravary qui jouait à la gauche de Carlson. Fait que, à ce moment-là, Ferravary rentrait dans l'alignement, Kepney sortirait de l'alignement à cause de sa blessure. Kuznetsov, lui, c'est sûr qu'il ne va pas être là pour le premier match parce qu'il est suspendu. Fait que l'alignement va être un peu différent pour le match d'ouverture, mais je pense que pour rendre honneur à l'équipe, j'ai mis quand même des gros noms dans l'alignement. Alors, dans le cas de Alexander Ovechkin, il est assurément le meilleur joueur de l'équipe. C'est sûr que c'est l'allié gauche numéro 1 de cette équipe-là. 89 points en 81 matchs l'année passée. C'est un gars qui semble vouloir remettre en question des suites, il reste 2 ans à son contrat, des suites à son contrat, qu'est-ce qui va se passer avec son avenir. Mais il reste que c'est quand même un des meilleurs marqueurs de la LNH, donc c'est assurément le meilleur joueur de cette équipe-là. Par la suite, le centre de premier trio sera Backstrom avec 74 points en 80 matchs l'année passée. C'est un gars qui est régulier, puis on l'aime vraiment beaucoup. Il est responsable dans les deux sens, alors c'est assurément le meilleur centre de cette équipe-là. Et là, on a le très controversé Tom Wilson à l'aile droite, 40 points en 63 matchs l'année passée. C'est un gars qui pète sa coche puis qui fait des hosties de conneries par bout. Mais il reste qu'offensivement, il est capable de tirer son épingle du jeu. C'est un gars qui est capable de suivre les deux gars. Puis c'est un gars qui physiquement amène une présence très intéressante. Ce qui fait de cette ligne-là une ligne qui est à la fois capable de compter des buts, qui est très talentueuse puis qui est physique. Alors je pense que c'est probablement une des meilleures premières lignes de la Ligue nationale. Mais Wilson a de la misère avec sa gestion de caractère. Et ça peut être un problème pour les Capitals de Washington. Mais bref, on croit en lui. Par la suite, le deuxième ailier gauche, j'y vais avec Vrana. Lui, il est âgé seulement de 23 ans. C'est un jeune homme qui a bien paru l'année passée avec 47 points en 82 matchs. Il va assurément pas bonne payout Ovechkin du premier trio. Mais il reste que c'est un gars qui a surpris. Puis on est content de lui. Cette année, il va jouer sur une base régulière. Je suis persuadé sur le deuxième trio. Par la suite, en termes de deuxième centre, j'y vais avec Kuznetsov. 72 points en 76 matchs. Il y a eu une petite baisse de régime l'année passée. À savoir maintenant qu'est-ce qui va se passer par rapport à sa réhabilitation et la consommation de cocaïne. J'en ai aucune espèce d'idée. Si advienne que ce gars-là a des très très gros problèmes, ça va être l'harceleur qui va être appelé à jouer sur le deuxième trio, moins intéressant. Bon. Par la suite, en termes de deuxième ailier droit, j'y vais avec TJ Oshie, 54 points, 69 matchs l'année passée, un gars qu'on espère qu'il ne se blessera pas. Carl Hagelin comme troisième ailier gauche, 19 points, 58 matchs l'année passée. Il a été échangé genre 2 fois l'année passée. Fait qu'un peu de stabilité, je pense que ça peut y faire du bien. C'est une équipe qui marque des buts. Fait qu'honnêtement, je pense que ses statistiques offensives vont être plus intéressantes. Mais Vrana a vraiment surpris l'année passée. On est content de lui. Fait que d'après moi, il bump pas out Vrana. Par la suite, en termes de troisième centre, j'y vais avec l'harceleur, 36 points en 81 matchs l'année passée. Vous connaissez l'harceleur si vous êtes un fan du Canadien. C'est un centre qui est un centre peut-être plus défensif, qui est solide en jeu défensif, qui est bon aux mises au jeu. Fait que c'est un excellent troisième trio qu'on a ici à Washington. Fait que je pense qu'il n'y a pas vraiment trop de doute à avoir. Sauf que là où ça chie tout, c'est s'il faut que Taylor ça ramasse le deuxième trio, ça devient un peu moins intéressant. Par la suite, on a fait l'acquisition de Richard Panik, 33 points en 75 matchs l'année passée avec les Coyotes de l'Arizona. Une équipe qui joue majoritairement défensivement. C'est une équipe qui excelle dans son jeu défensif, mais clairement pas à marquer des buts. C'est des statistiques qui risquent d'aller à la hausse parce que moi, j'ai vu pratiquement toute l'année passée Richard Panik, puis il a été important pour les Coyotes. Il jouait des très grosses minutes pour les Coyotes. C'est un gars qui peut prendre des responsabilités. C'est un gars qui peut faire plus de points, mais que son temps de jeu va être diminué vu qu'il joue sur la troisième ligne avec les Capitals. Par la suite, en termes de quatrième allié gauche, je vais avec Lipsic, qui pendant la saison morte, 23 points, 62 matchs, rien d'exceptionnel dans son cas, mais un gars régulier. Nick Dahl, en termes de centre de quatrième trio, 22 points en 64 matchs l'année passée. Encore là, rien d'exceptionnel, mais un gars qui est régulier. Et Attaway, qu'on a acquis pendant la saison morte, 19 points en 76 matchs. En termes de cote, j'y vais avec Boyd et Sgarbossa. Maintenant, pour ce qui est des défenseurs, comme je vous ai dit, Kepney est blessé, donc ça se peut qu'il ne commence pas au niveau du match d'ouverture. Probablement que ça va être Ferravary qui va prendre son spot au niveau de défenseur gauche. Mais pour rendre honneur à l'équipe, j'y vais quand même avec Kepney comme étant le meilleur défenseur gauche de l'équipe. Pas tellement loin devant Orlov, mais quand même. Selon moi, le meilleur défenseur gauche. 25 points, 71 matchs l'année passée. C'est le gars qui joue sur une base régulière avec Carlson. Par la suite, en termes de premier défenseur droit, John Carlson, 70 points en 80 matchs l'année passée. C'est le meilleur défenseur de l'équipe et de loin. C'est un défenseur qui s'inscrit dans les meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Pas le choix, c'est lui qui joue sur la première paire. En termes de deuxième défenseur gauche, j'y vais avec Dimitri Orlov, 29 points en 82 matchs l'année passée. C'est un gars qui tient sa route. Puis comme je vous dis, on peut peut-être challenger avec Kempney. Si advienne que Kempney manque une longue période, à ce moment-là, probablement que ça va être plus intéressant d'avoir
avoir là sur une base régulière sur la première paire. Mais ça, on verra la décision du coach en temps et lieu. En termes de deuxième défenseur droit, j'y vais avec Gouda, 20,77 matchs, un gars qui est essentiellement physique. En termes de troisième défenseur gauche, j'y vais avec Fehervary qui, lui, a joué l'année passée dans la Ligue d'élite de Suède, 7,45 matchs. C'est très bon camp d'entraînement so far, puis c'est lui qui est perçu comme étant pour l'ouverture avec Carlson. Et par la suite, en termes de troisième défenseur droit, Jensen, 20 points en 80 matchs. Il y a des gens qui voyaient Jensen sur la deuxième paire. Gouda, moi, je trouve ça intéressant qu'il amène quelque chose de physique. Fait qu'on verra bien qu'est-ce qui va être la décision finale. En termes de scratch, j'y vais avec Gio Sigenthaler, que je vous ai parlé tantôt, et Johansson. Johansson, c'est un jeune homme. Et dans le cas de Johansson, lui, il a joué dans la Ligue américaine l'année passée. Il a déçu. Je pense qu'il y avait eu une blessure, si je ne me trompe pas. Puis quand il est revenu de sa blessure, il a été très lent. Alors, c'est ce qui fait que moi, d'après moi, on va y aller plus avec Sigenthaler en premier, puis après ça avec Johansson, mon opinion. En termes de gardien de but, ben là, pas vraiment de question. Brandon Obi est encore le gardien de but partant des Capitals de Washington. 59 matchs l'année passée, 2,82, 911. C'est pas des statistiques qui sont de l'élite de la LNH, mais c'est correct. Et ça reste quand même le gardien de but qui est le gardien de but partant de cette équipe-là. Dernière année de contrat dans son cas à lui. Puis là, vu qu'on va avoir à renégocier Backstrom et Oldby, deux gars qui risquent de coûter très cher, il va falloir que les Capitals prennent une décision. Qui vont sacrifier? Est-ce qu'ils vont y opter pour sacrifier Oldby puis faire rentrer Samsonov? Peut-être même éventuellement, il y a un autre jeune gardien que j'oublie son nom, mais qui pourrait éventuellement faire partie de la LNH. Donc, est-ce qu'ils vont sacrifier Oldby parce qu'ils ont peut-être moins de relève au niveau d'un joueur de centre aussi complet que Backstrom? Ça se peut. Ça se peut que ce soit ça la prise de décision. Si tel est le cas, ben lui, il va falloir qu'il ait une très bonne saison cette année pour avoir un bon contrat, peut-être ailleurs qu'à Washington. Par la suite, Copley qui a joué l'année passée comme auxiliaire à Oldby, 27 matchs, 2,90, 905, rien d'exceptionnel. Ça peut être intéressant éventuellement que Samsonov bump out Copley et que Copley aille dans la Ligue américaine. Dans le cas de Samsonov, lui, l'année passée, il jouait dans la Ligue américaine. Pour toute sa saison, c'est 37 matchs, 2,70, 898 d'efficacité. Mais comme je vous disais, à partir du 12 janvier, 1,80, 934. Très fort potentiel au niveau de ce gardien de but-là. Il pourrait éventuellement faire partie de la Ligue nationale. Alors, au regard de tout ça, c'est une équipe qui, d'après moi, est encore très forte sur un point de vue offensif. Peut-être une petite faiblesse au niveau défensif. Ça a à peu près toujours été le cas des Capitals. Puis, je vous dirais que généralement, ils ont toujours réussi à être dominants en saison régulière. C'est peut-être en playoff que ça paraît un petit peu plus. Fait que moi, d'après moi, c'est une équipe qui va être encore une équipe dominante. Puis oui, elle va encore faire partie des séries éliminatoires. Dans le cas de l'indice de Hockey Guide, il prend en considération la position dans la division. Puis en termes de division métropolitaine, je pense que les Capitals sont encore une puissance. Fait que moi, je les vois vraiment facilement finir 1, 2, 3. Dans le top 3 de la division métropolitaine, d'après moi, cette équipe-là est capable de le refaire encore. Puis le Tsar est juste régulier à tous les niveaux. C'est une équipe dominante pour la division, même si la division est rough. Alors, des Hockey Guys pensent que les Capitals devraient finir entre premier et quatrième. Et à ce niveau-là, je vous dirais, moi, j'y vais plus avec premier et troisième. Alors, sur ça, c'est tout pour moi pour ce qui est des Capitals de Washington. J'aimerais savoir votre opinion sur l'équipe. À quelle position vous pensez qu'ils vont finir? Des joueurs qui sont à risque, des joueurs qui sont à surveiller. En termes de joueurs qui sont à surveiller, je vous dirais probablement les défenseurs. Lequel qui va réussir à se faire un spot dans cet alignement-là, ça risque d'être super intéressant à suivre. Est-ce que Johansson va comme sortir de nulle part parce qu'on voit en lui un fort potentiel, mais il était décevant après sa blessure. Fait que est-ce qu'il va réussir à se faire un spot puis bumper out d'autres gars? Lui, Fehervary, il a joué toute l'année dans la Ligue d'élite de Suède. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au travers de cette lutte-là pour ce qui est du spot et j'ai un peu peur pour ce qui est de Kuznetsov. J'espère que ces statistiques vont remonter un petit peu malgré qu'il n'y a pas des mauvaises statistiques. Des joueurs qui sont à risque, ben moi je pense que Copley est probablement le joueur le plus à risque dans cette équipe-là parce que Samsonov il cogne à la porte puis il cogne fort. Alors quelle est votre opinion à vous, joueur à risque, joueur à suivre, également à quelle position que les Capitals vont finir? Je vous invite à aimer, à faire un like sur la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite aussi à la partager pour qu'on jase de hockey avec un paquet de monde. Aussi vous abonner à la chaîne puisqu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Il reste une dernière vidéo sur les previews LNH 2019-2020, les Jets de Winnipeg que j'ai bien hâte de faire parce que c'est quand même un projet qui a été très long à faire, les 31 équipes. Alors bref, un dernier preview, activez les notifications pour savoir quand ça va être en ligne. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo puis je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et j'ai hâte de vous revoir. Ciao!